Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame Trésor Bikoulou. Bonjour Trésor, comment ça va? Bonjour Monsieur Granier, ça va bien? Alors Trésor Bikoulou vient de la RDC, c'est la République démocratique du Congo, avec comme capitale Kinshasa. Kinshasa, exact. Kinshasa, depuis 2016, tu vis aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous raconter tout ce périple-là? Le Congo-Brazzaville, non, le Congo, RDC, République démocratique du Congo. D'accord. Et maintenant, tu vis aux États-Unis depuis 2016. Tu es quelqu'un qui voyage beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ton parcours? Exact. Je réponds au nom de Trésor Bikoulou, comme vous venez de le dire. Je suis d'origine congolaise, parce qu'en Afrique centrale, nous avons deux Congos. Il y a la République démocratique du Congo, d'où je viens, qui a pour capitale Kinshasa, et le Congo-Brazzaville, qui a pour capitale Congo, qui a pour capitale Brazzaville. Ce sont les deux capitales les plus proches au monde, Kinshasa et Brazzaville. Certes, j'ai un grand parcours parce que je suis vraiment nomade. J'ai commencé à voyager en 2003. Quand je venais à peine de commencer l'université, tout a commencé avec les réseaux sociaux à l'époque. Et j'ai rencontré un monsieur du Congo-Brazzaville qui avait besoin d'installer une ONG dans mon pays. Et il ne savait pas comment y entrer. On a créé connaissance à cette époque-là dans un site de rencontres. Et il a commencé à me parler des ONG. Il m'a parlé de l'ONG, il m'a vraiment parlé de l'ONG, mais je ne comprenais pas parce que ça a parlé de l'agro-pastoral, l'agriculture et l'élevage. Moi, je suis une personne qui est née dans la capitale. Je ne suis pas accrochée à ça. Et quand on m'a fait voir les impacts de ça, il a dit, tu peux combiner ça avec les études. Et l'ONG, c'est bien, ça ferait un bon mélange pour toi. J'ai dit, bon, pourquoi pas. On a gardé correspondance avec monsieur après 4, 5, 6 mois. Il a quitté Brazzaville pour Kinshasa. Et je vois un monsieur grand comme vous. Il apparaît comme ça. J'ai dit, oh mon Dieu, c'était plus une relation virtuelle, mais c'était maintenant une relation professionnelle parce qu'on pouvait se voir aussi. Il m'a parlé de l'ONG et à partir de là, j'ai pu organiser la première réunion. C'était non loin de la maison parentale parce que jusque-là, je vivais encore chez les parents et j'étais étudiante. Et j'ai organisé une réunion puisque l'ONG avait pour objectif l'agriculture, mais ça avait beaucoup de sous-thèmes où on peut parler de la promotion de la femme, l'alphabétisation de la femme, la promotion de la jeunesse dans le monde rural, parce qu'il y avait trop d'exode dans le pays. Beaucoup de jeunes aimaient venir dans la capitale au lieu de rester là, dans des provinces, et travailler la terre. Il m'a dit, est-ce que tu peux réunir les gens pour travailler? Je lui ai dit, exact, c'est possible. Et j'ai pu réunir quelques frères et sœurs de l'église. On était au nombre de 75 pour la première réunion. Et il est resté pendant une semaine pour nous donner séminaire. Tous ensemble, on apprenait. Et j'étais la plus jeune. Il m'a dit, non, à partir d'aujourd'hui, je vais établir un bureau et tu vas coordonner ça. J'ai dit, quoi, moi, présidente? Il a dit, mais oui, vous. J'ai regardé tout le monde dit, non, mais vous, c'est vous qui avez trouvé le monsieur qui s'est caché derrière l'ordinateur. C'est comme ça que tout a commencé, et voilà. Et tu étais étudiante dans quelle matière? Qu'est-ce que tu apprenais? Moi, j'ai fait l'informatique des gestions. J'ai fait l'informatique des gestions pour devenir analyste programmeur. Malheureusement, dans un pays comme la RDC, vous pouvez faire les études de médecine et vous vous trouvez en comptabilité. C'est dû, excusez-moi, mais c'est dû au manque de boulot. Oui. Voilà. Et moi, j'avais l'ONG qui parlait de l'agriculture et j'avais l'informatique de l'autre côté. Je devrais combiner parce que j'étais tout le temps partie pour différents séminaires. J'étais en Ouganda, j'étais au Sénégal, j'étais au Kenya plusieurs fois. D'ailleurs, on entend des collègues, Michel Timo qui fait un séminaire de l'autre côté. On entend très bien. Non, continue. Donc, je suis allée un peu partout, au Rwanda, Burundi, Côte d'Ivoire. Tout ça pendant mon parcours estudiantin. C'est ce que je faisais. Et puis, il y avait aussi des formations à donner parce que chaque séminaire, chaque sortie à l'extérieur du Congo nécessitait une formation pour que je devienne l'intermédiaire entre l'ONG qui avait pour siège en Belgique, Bruxelles, et toutes les formations, je devrais transmettre ça auprès de ma population, la jeunesse rurale et les femmes maraîchères, et essayer de leur dire non, au lieu de d'attendre le travail du bureau. D'ailleurs, nous qui sommes aux études, on ne connaît pas notre sort.
Et j'ai incité les gens, les jeunes gens, les femmes analphabètes à apprendre davantage. Il y avait quelques financements par-ci, par-là. On a aidé beaucoup de gens comme ça et on a instruit aux gens la valeur de la terre. Puisqu'à l'époque, j'étais étudiante et on m'a parlé de la terre. Moi, je n'ai jamais été dans l'agriculture, mais c'était très important dans tous les domaines. Et je vois des jeunes qui se sont vraiment appliqués et ils sont devenus de grands leaders. Aujourd'hui, ils ont plusieurs hectares au pays. Ils sont devenus entrepreneurs. Voilà, c'est ce que nous pouvons et comment dire. les femmes sont dans ton pays? Est-ce que les femmes sont libérées comme en Europe? Est-ce que pourtant je suppose, ce sont les femmes qui mènent le combat pour élever les enfants, s'occuper de leur foyer. Comment les femmes sont dans ton pays? Bon, j'ai 40 ans. La promotion de ma mère a 65 ans, et la promotion de ma mère, de ma grand-mère, n'était pas la même promotion, parce que maintenant les choses évoluent, tout doucement, mais ça évolue. La femme africaine a été élevée, surtout dans certaines tribus, ils ont été élevés pour être la maman, préparer, deux fois aller même au champ. Dans le milieu professionnel, ça c'était aussi autre chose. Parce qu'il y a certaines tribus dans mon pays qui n'autorisaient pas les filles à aller à l'école parce qu'ils étaient élevés pour le mariage uniquement. Mais c'est comme je disais, ça dépend aussi d'une personne et d'une vision d'une personne à une autre. Actuellement, on a quand même pas mal de femmes qui sont leaders dans le leadership, ils sont représentés en politique, dans différents domaines de la vie. Actuellement, si je peux le dire, c'est un peu timide avec beaucoup de difficultés, mais actuellement ça va. Par rapport à l'époque, il y a 30-40 ans avant, c'était un peu difficile. Puis quand une femme va beaucoup à l'école, ça sonne mal. Ça sonne mal pour... Voilà. Maintenant, ça va. Il y a cette indépendance, il y a aussi cette prise en charge, cette auto-prise en charge de certaines femmes qui ont décidé non seulement d'y aller à l'école, de faire tout. Parce que moi, d'où je viens, j'ai 4 sœurs et j'ai 4 frères. D'où je viens, notre papa nous a élevés, nous tous, de la même manière. C'est-à-dire, autant les femmes iront à l'école, autant les hommes iront à l'école. Puisque papa, c'est son ambition depuis, parce qu'il fut enseignant toute sa vie et il a su que même la femme peut faire mieux que l'homme. Pourquoi pas donner la chance à tout le monde? Ça, c'est l'éducation que moi j'ai reçue. D'accord. Alors, depuis ça, donc, avec tous ces voyages, tu es arrivé aux États-Unis? Oui, les États-Unis, c'est encore une autre histoire. Les États-Unis, c'est encore une autre histoire. Tu vas bientôt écrire un livre pour expliquer tout ça. Exact. Voilà pourquoi je suis près du Père Ménas, parce qu'on doit écrire un livre, vraiment. Il y aura plusieurs éditions. Les États-Unis, c'est une autre histoire, parce que après avoir fait plusieurs voyages, même à New Delhi... New Delhi, c'est en Inde. Exact. Il y avait aussi des séminaires là-bas, parce que l'ONG dont je représentais à l'époque... il était installé dans plus de 65 pays. Actuellement, ils sont dans plus de 100 pays. Alors, aux États-Unis, il y a un ami, quand j'étais à Kinshasa, il m'a dit, j'avais perdu mon boulot. Il m'a dit, Trésor, tu ne peux pas rester. Cet ami à Texas, que je salue d'ailleurs, Eric Tomisa. Il m'a dit, tu ne peux pas rester à Kinshasa. Va jouer à la DV Loterie. Et tu verras. Moi, ça veut dire quoi? C'est une loterie spéciale La diversité. C'est une loterie spéciale pour les immigrants. Chaque année, les États-Unis organisent cette loterie pour les immigrants. Ils ont besoin de 55 000 personnes venues de pays sélectionnés. C'est pas tout le monde. Et quand cet ami m'a parlé de ça, j'ai dit pourquoi pas? Parce que je n'aime pas le jeu des hasards. Je lui ai dit, moi, j'aime pas ce genre de jeu. Il m'a dit, non, je suis en train de te donner un ordre parce qu'il est un peu plus âgé que moi. J'ai dit, OK, parce que j'aime écouter et obéir. Tout ce que les personnes me disent, je ne néglige pas. Quel que soit votre niveau, en tout cas, n'hésitez pas à me dire. Et j'ai écouté, je suis allée jouer en octobre 2014. C'était le 7. Je suis allée jouer. J'ai participé le 7 mai 2015. Vers 21h, ma mère m'appelle, me dit « Trésor, est-ce que tu peux aller voir tes résultats ?» Je dis « Mais pourquoi tu me demandes ça? Laisse-moi dormir. » Il me dit « Mais je sens quelque chose. Va d'abord voir. » J'ai dit « Ok. » Je suis allée à 21h de chez moi, à cette époque, et je vois, paf, ça a marché. Je suis venue, j'ai commencé à chanter. J'ai dit « Maman, maman,
je suis devenue américaine. Et mon père était là en train de manger, il m'a regardé. Est-ce que c'est sérieux cette histoire? J'ai dit oui, c'est sérieux. Voilà, j'avais les papiers de confirmation et j'ai pris une année pour arranger le voyage. Et le 2 mai 2016, j'étais déjà aux États-Unis. Et la vie aux États-Unis, ça te plaisait quand tu es arrivé là-bas? C'est différent de ton pays, je présume. Tout à fait différent. C'est tout à fait différent du point de vue. Les États-Unis et l'Afrique, c'est le jour et la nuit. Les jours et la nuit. Arrivé là-bas, il fallait trouver des amis qui nous ont reçus auparavant et puis il fallait vous installer, vous intégrer. Mais quand vous obtenez le visa, à notre époque, le consul a l'habitude de dire aux gens, il remettait des livres à cette époque et il disait aux gens, allez aux États-Unis pour vous intégrer. Ne restez pas dans la communauté. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu, mais intégrez-vous. Vous pouvez vous intégrer, aller à l'église, parler aux gens, n'ayez pas peur pour la langue. C'est ce que le consul avait dit, j'avais retenu ça. Et une fois arrivé aux États-Unis, j'ai trouvé la communauté avait une manière de faire les choses. Et je me suis souvenu de consul qui avait dit au départ, lui qui est américain et qui vit en Afrique, il a dû voir les deux réalités, il savait de quoi il parle. Et nous, en Afrique, on ne savait pas exactement ce que le consul était en train de dire, mais arrivé là-bas, nous étions choqués. D'abord, du point de vue, tout est grand. Et pour l'intégration, petit à petit, j'ai commencé à m'intégrer. C'était pas facile. J'ai commencé dans un petit État, Kentucky. J'ai pas aimé parce que c'était pas les États-Unis que moi j'envisageais. C'était pas comme dans mes rêves. J'ai pas aimé ça. C'était petit. C'était grand, bien par rapport à l'Afrique, mais c'était pas ce que moi j'envisageais. Je suis allée dans un autre État. Puis, du coup, je suis allée dans plusieurs États comme ça. Et je me suis installée, j'ai écouté le conseil du consul. J'ai essayé de m'entourer des amis américains pour apprendre. Parce que moi, quand je suis allée juste apprendre l'anglais pendant 4 mois. Et c'est beaucoup plus une amie américaine, qui m'avait vraiment appris la langue que j'avais rencontrée au niveau du travail. Elle a commencé à me parler. Et je me suis intégrée. Du coup, je me sentais un peu plus loin de ma communauté congolaise et proche de la communauté américaine. Et au niveau de l'église, j'allais toujours dans une paroisse catholique, quel que soit l'État. Et chaque fois que j'allais à la paroisse, j'ai rencontré des nouvelles personnes. Et vu que c'est une paroisse catholique, et les États-Unis, c'est beaucoup plus le mouvement pentecôtiste, le protestant, le Baptist Church. Et moi, j'allais dans mon église où tout le monde était blanc. Et moi, j'étais là, la seule noire, et j'éclairais tout le monde. Alors, si tu es venu à la Martinique, il s'est passé quelque chose dans ta vie à ce moment-là, en relation avec ton père qui est resté au Congo, mais toi qui étais aux États-Unis, et la Martinique, il s'est passé quelque chose. Le père Ménas, qui fait des émissions chez nous depuis quelques temps, j'ai envie de dire qu'il a impacté beaucoup de personnes au-delà de la Martinique, et que tes parents ils t'ont demandé de te rapprocher de la Martinique pour voir et discuter avec le père Ménas, c'est ça? Je me trompe? Oui. Tout a commencé le 27 février. Mon papa a reçu une vidéo du père Ménas dans l'émission Orthodoxie chez Zouk TV. Ce sont des émissions qui sont vraiment suivies parce que dans le pays d'où je viens, 80%, c'est le catholicisme. Et le père Ménas a toujours développé des sujets à sa manière et à chaque fois que vous suivez cet homme, vous êtes instruit. C'est une personne inspirée et il impacte positivement les gens. Oui, c'est vrai. Et quand, par rapport à son âge, et quand mon père, qui est vraiment catholique, papa a 87 ans aujourd'hui, il a reçu une vidéo de la part de sa petite fille. Il m'envoie la vidéo de 9 minutes. Parce que je sais, comme j'ai dit l'autre fois en Afrique, dans mon pays, l'Internet n'est pas comme ici en Martinique, l'Internet n'est pas comme en Europe ou aux États-Unis. Souvent, les gens ont tendance à télécharger les vidéos pour se partager. Parce que si les vidéos étaient suivies correctement, vous aurez des millions de vues. Et puis, quand papa a reçu la vidéo, il me balance le 27 février. Moi, je me dirigeais pour aller au travail. J'étais au volant. Dès que j'arrive à mon travail avant d'entrer, je suis la vidéo. Et mon papa m'a dit, trouve-moi ce prêtre-là. Lui qui a 87 ans, il était dans le milieu de prêtres depuis blanc et noir, congolais, africain et italien, parce que mon père a grandi dans ce milieu-là. Et c'était les paroles du père Ménas qui y avait beaucoup plus intéressé, marqué mon père et m'a dit, Trésor, trouve-moi cet homme.
comme j'aime écouter et j'adore le voyage, comme toujours, j'ai dit, OK, je vais m'arranger pour trouver ce père. Parce que moi-même, en suivant la vidéo, il y avait d'autres choses que je n'avais jamais entendues toute ma vie, que le père avait sorti. Je me suis posé, mais les catholiques orthodoxes, bon, c'était pas ça l'essentiel, orthodoxe, romain. Moi-même, je prie à l'église catholique, je sais pas si c'était romain ou grec, je sais pas. J'ai dit, bon, on va trouver le père Ménas. Et le 2 mars, j'ai fait des recherches. J'avais pris j'ai fait les captures de l'émission Zouk TV. Au fond d'écran, oui, vous avez mis le numéro. Quand j'ai capturé, c'était pas vraiment lisible. J'ai essayé de voir, et je suis entrée en contact avec le secrétariat qui m'ont répondu après 2 jours. Et le 2 mars, parce que toutes les vidéos du père, j'ai visionné toutes ces vidéos, même quand il était à Brazzaville. C'est là où je suis tombée sur son adresse email et j'ai écrit un message le 2 mars et il m'a répondu le même jour. Dommage, le message est allé dans le spam. D'accord. Et j'ai découvert le message 7 jours après. Et du coup, quand il m'a donné son accord, alors que le secrétariat me faisait attendre, le secrétariat avait dit, on va parler avec le père. Lui m'avait déjà répondu le même jour. C'est là où j'ai écrit encore. J'ai dit, wow, très bien mon père, je viens en Martinique au mois de mai. Je ne sais pas s'il avait considéré ça, je ne sais pas s'il avait cru en ça, mais je lui avais dit, je viens. Parce que quand je dis quelque chose, je le fais. Les gens qui sont autour de moi, même, c'est pourquoi mon père m'avait demandé, trouve-moi cet homme. Parce qu'il le savait. Il le savait. Alors, arrivé ici, donc tu es à la Martinique depuis un certain laps de temps. Comment ça se passe? Déjà, comment as-tu trouvé la Martinique? Alors, ça te change encore des États-Unis et ça te change aussi du Congo-Brazzaville. Je suis un peu triste de dire ça. J'ai une profonde tristesse. Plus le jour de mon départ s'approche, plus j'ai de la tristesse. En venant ici... De la tristesse, pourquoi? Parce que je dois quitter, je dois repartir. D'accord, tu es triste de devoir partir. Je suis triste de devoir quitter la Martinique. C'est un endroit vraiment mystérieux et magique. Quand nous venons de pays, on ne connaît pas des îles. Quand nous regardons les cartes du monde, différentes cartes du monde, les cartes d'Afrique ou les cartes du monde ou des États-Unis, on ne voit pas ces îles. Vous êtes quelque part un peu comme perdu, parce que vous n'êtes pas représenté dans des cartes. On peut voir peut-être Madagascar, dont je n'avais jamais pensé dans ma vie qu'un jour j'allais venir à un endroit et que cet endroit m'impacte et que cet endroit... Je sens une certaine... C'est comme s'il y a une partie de moi ici, je ne peux pas expliquer ça. J'ai dit à papa, maman, moi j'ai une profonde tristesse pour quitter cet endroit. C'est pas si génial. D'abord, j'aime les choses simples. C'est vraiment petite, c'est simple, c'est un monde à part, mystérieux et magique à la fois. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'ai vraiment une tristesse. J'ai rencontré de bonnes personnes avec de belles âmes. Je ne dis pas que vous êtes saints, mais vous êtes quand même des humaines. Et j'ai visité l'endroit, j'ai vu comment vous vivez. C'est un monde à part, un monde à côté. C'est comme si Dieu avait mis une réserve. Il a pris le Martinique et il l'a placé là. Et nous qui sommes dans le pays, là, c'est la catastrophe. Voilà. Eh ben, ça fait plaisir d'entendre ça. Donc, souvent, on dit que la Martinique est bénie et que le salut viendra des îles. Donc, espérons que ce soit vrai. Oui. C'est dans de petites choses qu'on trouve de bonnes choses. C'est comme à Nazareth, c'est le Christ. Le Christ est né là. Là, je voyageais un peu partout dans le monde. À chaque fois que je m'approchais de ma date de départ, j'allais faire mes courses. J'étais heureuse de retourner ou de rentrer. Mais là, je me sens si triste. J'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui est restée. Et ça te permettra de revenir peut-être? De temps en temps. De temps en temps, je reviendrai. De temps en temps. Donc ici, c'est un deuxième chez moi. C'est ma deuxième maison. Je reviendrai parce que j'ai une famille dont je n'avais jamais imaginé. Souvenez-vous, tout a commencé dans un téléphone, c'était virtuel. Vous écrivez aux gens, vous venez et voilà, on trouve des personnes. On voit aujourd'hui M. Granier, on voit le Père Ménas, on voit la communauté de la paroisse qui m'ont beaucoup aidé. D'ailleurs, je tiens à le remercier à travers cette émission. Tout le membre de la paroisse, paroissiennes de l'orthodoxe, de l'église orthodoxe avec le Père Ménas, ce sont des personnes qui font un travail formidable
Ils ont une autre manière de faire les choses, spéciale. Quand vous priez avec eux, vous sentez la profondeur de la prière. Peut-être eux-mêmes ne savent pas ou ils ne comprennent pas, mais nous qui venons d'ailleurs, on voit cette prière connectée. Il n'y a pas que le prêtre qui est là comme berger, mais c'est une prière très connectée, différente, mais puissante. Donc je remercie à tous ces gens-là. Ils étaient très bien avec moi. Pourtant, on ne se connaissait pas. Alors, bientôt tu pars en Tigre. Alors, par contre, est-ce que le père Minas a pu se mettre en relation avec ton père? Oui, mon papa a envoyé une vidéo, ma maman a envoyé une vidéo pour le père, pour le remercier. Et papa a promis aussi de voir le père. J'espère bien, comme dans 2-3 semaines, mes parents seront de l'autre côté au Congo-Brazzaville. Ils ont aussi de la famille là-bas. Nous, c'est presque un seul pays, c'est juste le fleuve qui nous a séparés. Je pense que bien si le père Minas faisait un tour en Afrique, ils pourront se voir avec les parents parce que c'est plus facile pour eux. Pour ici, je ne sais pas s'il y a des vols de Kinshasa jusqu'en Martinique. Non, malheureusement. Pourtant, un vol pour aller en Afrique au départ de la Martinique, c'est beaucoup plus court que de partir d'ici pour aller à Paris. Paris, c'est 8 heures pour aller en Afrique, là de l'autre côté. Il y a peut-être 4 heures, 5 heures de vol. C'est déjà dommage. C'est dommage, mais bon, les choses vont aller aussi dans ce sens. Je pense que la Martinique ils sont pour parler avec des pays africains pour établir une liaison aérienne vers l'Afrique. Ce serait une bonne chose. Une très très bonne chose que je dois même encourager parce que c'est comme j'ai dit, quand on est dans le pays, on ne voit pas les îles. Et je pense qu'il est grand temps que les gens sachent qu'il n'y a pas que deux pays, il y a d'autres endroits où il y a des personnes humaines comme nous. Vous savez, ça fait bizarre quand je parle avec le Martiniquais. Je dis, mais c'est juste les endroits qu'on a séparés. Nous sommes si proches, il y a quelques petites différences, mais nous sommes humains, mais il y a un peu ça, il y a un peu cette attraction, il y a ces feelings-là qui se ressentent avec les gens d'ici. Quand je me promène, je vois, mais où je suis? Deux fois, je me pose la question. Je suis dans une île. Oui, autrefois, nous avons entendu parler des îles dans des films. C'est comme quand vous parlez de croisière. Certes, ça existe depuis. Mais nous, dans le pays, on n'a pas cette mentalité-là. Et c'est comme je suis une personne qui aime apprendre, c'est très important d'apprendre et de comprendre aussi les autres. Donc, quand on ne connaît pas, il faut apprendre. Quand on ne connaît pas, on ne reste pas borné sur son ignorance, mieux vaut apprendre. Ouais. Voilà. Le bateau est parti d'Afrique avec des esclaves qu'il a lâchés un petit peu partout, en Martinique, en Guadeloupe, et même aux États-Unis, la Louisiane. Enfin bon, c'est une histoire douloureuse pour tout le monde, pour beaucoup de personnes, mais ça veut dire que quelque part, nous avons les mêmes ancêtres. Non, pas quelque part. Nous sommes un seul peuple. Nous avons les mêmes ancêtres, mais c'est l'homme blanc qui nous a séparés. Et on ne peut pas non plus leur en vouloir. On peut, certes, c'est ce que je ressens actuellement là. Vous êtes des Africains, mais de l'autre côté. Je suis africaine et je viens aussi là. Nous avons subi la colonisation dans notre pays. Mon papa était à Kinshasa en 1959 et l'indépendance était en 1960. Tout le monde a subi cette maltraitance de l'homme blanc. C'est-à-dire, quand ils sont venus, ils ont pris l'homme noir comme esclave. Eux, ils avaient le cerveau. Parce que vous allez voir, la plupart des explorateurs, il y avait les Christophe Colomb, il y avait les Diego Cao. Ils ont utilisé l'homme noir comme un esclave et ils ont séparé le pays en États. Puisque dans mon pays, vous allez retrouver le même tribu. Mon père est du Royaume Congo. Le Royaume Congo se trouve dans plusieurs pays. Au Congo-Brazzaville, ils ont le Royaume Congo, le Gabon, le Cameroun, l'Angola. D'accord. Donc, c'est l'homme blanc qui nous a séparés, mais nous sommes sœurs et frères. Et ça restera comme ça. Aux États-Unis, quand je conduis ma voiture, je suis si contente parce que je sais que c'est la sueur de mes ancêtres. Je sais que ce sont eux qui ont construit ces routes. Quand vous allez à Washington, district de Washington, vous voyez là-bas à Washington, il y a le nom de noirs, différents noirs qui ont fait des œuvres. Il n'y a pas des hommes blancs, ils ont utilisé le cerveau, et l'homme noir à cette époque avait utilisé. C'est comme ça, c'est de l'histoire, et on ne peut en vouloir à personne parce que nous tous, nous voulons aller au paradis. On continue de vivre, nous sommes sœurs, nous avons une seule mère. La terre-mère, c'est l'Afrique. Ça reste comme ça. Et aujourd'hui, je suis heureuse parce que je suis dans ma famille. Merci beaucoup, merci Trésor.
pour cet échange qui était vraiment... comment expliquer? Je ne sais même pas comment expliquer ça, mais ça m'a fait beaucoup de plaisir de t'écouter, de t'entendre parler de ton parcours, Trésor Bikoulou. Mais quand tu dis ton nom, il y a encore d'autres noms derrière Bikoulou. Oui, il y a encore un autre nom. Parce que alors, dis le nom en entier pour que nos amis qui nous écoutent et nous regardent entendent. OK. Mon nom, c'est Trésor Bikoulou Dimonekene. Dimonekene. D'accord. C'est-à-dire le nom de papa et le nom de maman, paf, ça donne Trésor. Ah, ok. En tout cas, merci beaucoup. Je profite pour saluer ton père, ta mère et tous ceux qui nous regardent depuis l'Afrique. Peut-être que tu voudrais dire un dernier mot à tes parents. Tout d'abord, je tiens à remercier papa. Merci pour tout. Vous m'avez guidé vers un bon chemin. Et je sais que plus tard dans la vie, je me souviendrai toujours de cet endroit. Parce que vous n'avez pas eu l'occasion de voir cette petite île, la Martinique. Mais tant que votre fille, j'ai eu l'occasion de voir cette île. Et je vous dis, c'est vraiment un endroit super. C'est comme Nazareth. C'est comme ça que j'appellerais cet endroit. Elle est petite, mais elle est mystérieuse. Elle cache des grands secrets que eux-mêmes ne savent pas. Mais moi, je sais que il y a des très bonnes choses ici. En tout cas, je vous remercie, papa. Et je vous remercie, maman, pour votre soutien, pour tout ce que vous avez pu faire. Ils ont contribué pour que je vienne au voyage. Mon père a contribué. Donc, merci. Malgré l'âge, malgré tout, ils ont contribué et ils m'ont incité. En tout cas, je serai là pour obéir à vos ordres. Vous restez toujours mes parents. Vous êtes le meilleur au monde. Et même si on doit recommencer le monde, j'aimerais être toujours votre fille. Oh, c'est génial. Merci beaucoup. Merci Trésor. Merci Manuela. Tu peux essuyer tes larmes. L'émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. À très vite sur Zouk Télévision.